À l'été 2019, les chaînes de montage de la ville bavaroise de Kronach se sont tues. Le fabricant de téléviseurs historique allemand, Loewe, avait déposé son bilan. Après près d'un siècle d'activité, les portes ont été fermées et la production suspendue. Des centaines d'ingénieurs et d'ouvriers de montage en Franconie ont été confrontés à la fin soudaine de la fabrication nationale. Pourtant, des décennies plus tôt, un produit portant ce nom exact avait accompli quelque chose qu'aucun appareil ordinaire ne pouvait revendiquer. En 1985, le téléviseur Loewe Art One n'était pas simplement vendu en magasin. Il était exposé au Museum of Modern Art de New York. Le paradoxe était absolu. La marque s'était positionnée comme le summum du design de luxe européen. Pourtant, le moteur industriel derrière elle ne pouvait survivre à la chaîne d'approvisionnement moderne. Mais la véritable histoire de Loewe n'est pas celle d'une insolvabilité en 2019. C'est l'histoire d'une usine indépendante qui a utilisé l'esthétique pure pour survivre et de ce qui se passe quand l'écran que vous concevez ne vous appartient plus. Le téléviseur était sur le point de perdre son coffret et l'usine n'avait pas encore réalisé ce que cela signifiait. Bienvenue dans European Television Brand Memories. Nous documentons les usines, les écrans, les travailleurs et les salons qui ont façonné une ère de la télédiffusion. Aujourd'hui, nous nous rendons en Franconie pour examiner le chef-d'œuvre du design qui a transformé un téléviseur en une marque de luxe. Le téléviseur a longtemps été compris comme un meuble lourd. Lorsque Sigmund et David Loewe ont fondé leur entreprise à Berlin en 1923, leur objectif principal était la radio et la transmission électronique. En 1931, travaillant aux côtés du physicien Manfred von Ardenne, Loewe a présenté la première transmission télévisée entièrement électronique au monde. Ils étaient des pionniers du signal de diffusion. Mais après les dévastations de la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise a été contrainte de déménager. Ils se sont installés à Kronach, une ville tranquille de la région franconienne de Bavière. Ici, le téléviseur est devenu un appareil électroménager. Et pendant des décennies, les règles physiques de l'électronique domestique en Allemagne de l'Ouest étaient strictement définies. Un téléviseur était un objet volumineux et imposant contenant un énorme tube cathodique. Parce que le tube nécessitait un espace physique profond pour projeter des électrons sur l'écran en verre, le coffret devait être tout aussi profond. Pour cacher cette masse industrielle, les fabricants enveloppèrent la technologie dans un épais plaquage de bois. Le téléviseur était explicitement conçu pour s'harmoniser avec les éléments muraux, en chêne ou en noyer d'un salon allemand d'après-guerre. Il était poussé dans un coin, souvent orné d'un apron en dentelle décoratif ou d'un vase posé sur son sommet plat. Tout au long des années 60 et 70, l'usine de Kronach a produit des boîtes en bois très fiables et bien conçues. Les familles faisaient confiance au badge Loewe Opta comme symbole de qualité domestique. Un technicien du revendeur spécialisé local pouvait facilement ouvrir le panneau arrière en bois pour remplacer un tube défectueux ou souder une connexion rompue directement à la maison. C'était une industrie stable et hautement prévisible. Puis, les règles de la fabrication mondiale ont changé. À la fin des années 70, l'industrie ouest-allemande de la télévision était assiégée. Des conglomérats japonais, s'appuyant sur des économies d'échelle massives, sont arrivés en Europe. Ils proposaient des tubes cathodiques plus nets, des chaînes de montage hautement automatisées et des prix agressifs. Les téléviseurs importés étaient fiables, lumineux et de plus en plus enveloppés dans des plastiques modernes et légers plutôt que dans du bois lourd et coûteux. L'usine de Kronach ne pouvait rivaliser avec le volume de production brute d'Osaka ou de Tokyo. Si Loewe tentait de mener une guerre des prix sur les téléviseurs standards, elle ferait faillite en une décennie. Les salaires franconiens étaient trop élevés. Les séries de production étaient tout simplement trop petites pour absorber les marges compressées. En 1981, l'entreprise a reconnu une vérité terrifiante. Il ne pouvait pas survivre en fabriquant des téléviseurs ordinaires pour des salons ordinaires. Il devait donner aux consommateurs une raison spécifique et indéniable de payer beaucoup plus cher pour un produit qui recevait fonctionnellement exactement la même émission qu'un appareil importé moins cher. Il devait séparer complètement le téléviseur du concept d'appareil générique. Il devait en faire un objet de désir. Le téléviseur était entré avec succès dans le foyer allemand. Mais l'usine n'avait pas encore révélé comment elle convaincrait la famille de payer une prime de luxe pour l'y maintenir.
La solution exigeait un tout nouveau langage visuel. Loewe a réalisé que tant qu'il construisait une boîte en bois, il serait inévitablement comparé à toutes les autres boîtes en bois du marché. Pour rompre le cycle brutal de la comparaison des prix, l'objet physique lui-même devait changer. L'entreprise s'est tournée vers des designers industriels, plus précisément vers les esprits de Tom Schöner et d'Andreas Haug, qui formeront plus tard le célèbre studio Phoenix Design. Le mandat était radical: supprimer l'esthétique de l'imitation de meubles, abandonner le lourd plaquage de bois et traiter le téléviseur comme une pièce de technologie pure et d'architecture haut de gamme. En 1985, Loewe a lancé l'Art One. Ce fut un choc profond pour le marché de détail européen. L'Art One ne ressemblait pas à un téléviseur traditionnel. Il ressemblait à une sculpture monolithique. Il présentait un écran au contraste sombre, d'apparence parfaitement plane, logé dans un boîtier élégant et minimaliste, aux lignes géométriques frappantes. Il était disponible en blanc immaculé ou en noir mat, des couleurs qui rejetaient agressivement l'esthétique brune traditionnelle du salon allemand standard. Mais l'élément de design le plus important était sa manière d'exister dans l'espace physique de la maison. L'Art One n'était pas conçu pour être poussé dans un coin poussiéreux ou caché à l'intérieur d'un meuble mural lourd. Il était explicitement conçu pour tenir debout indépendamment sur un piédestal personnalisé ou des pieds architecturaux. L'arrière du téléviseur, normalement un désordre chaotique de fentes de ventilation, de vis apparentes et de câbles emmêlés, était fini avec autant de soin que la vitre avant. Le client était activement encouragé à placer l'Art One au milieu de la pièce. Il était conçu pour être vu à 360 degrés. Cela a créé un changement psychologique massif dans la façon dont le produit était vendu. Lorsqu'un client entrait chez un revendeur d'électronique spécialisé, il voyait des rangées de téléviseurs volumineux identiques, diffusant la même boucle de programme. Mais l'Art One se distinguait, exposé comme une œuvre d'art de galerie. Lorsque le revendeur spécialisé faisait la démonstration de l'appareil, il ne parlait pas seulement de la clarté de l'image, il parlait de décoration d'intérieur. La technologie à l'intérieur était véritablement excellente, dotée d'une ingénierie de châssis propriétaire avancée et d'un acheminement sonore supérieur grâce à son coffret soigneusement réglé. Mais les spécifications brutes n'étaient pas ce qui justifiait le prix de détail extraordinaire. Le client payait pour le statut de posséder un Loewe. C'est devenu un indicateur immédiat de richesse, de goût et de modernité, séduisant les architectes et les professionnels qui voulaient que leur technologie domestique reflète leur sophistication. Pour les travailleurs de Franconie, ce changement signifiait la survie. Les chaînes de montage de Kronak sont passées de la production de boîtes génériques à l'ajustement minutieux de matériaux haut de gamme. La percée commerciale fut immense, générant des marges dont les fabricants de volume ordinaire ne pouvaient que rêver. L'usine est restée ouverte, maintenant les salaires élevés de la fabrication allemande, parce que le produit ne luttait plus sur un tableur de caractéristiques de base. Le produit a résolu la crise immédiate de la concurrence mondiale sur les volumes. Mais il a créé une faiblesse structurelle profondément cachée. Loewe dépendait désormais entièrement d'une forme physique volumineuse à concevoir. Leur stratégie de luxe haut de gamme reposait entièrement sur le tube cathodique, profond et lourd, pour fournir une toile physique à leur boîtier architectural. La marque paraissait incroyablement forte, pourtant sa survie était liée à un volume physique que l'industrie technologique au sens large se préparait discrètement à effacer. Tout au long des années 90, l'usine de Kronak a fonctionné dans un état de prospérité confiante et hautement rentable. Loewe s'était positionné avec succès comme l'équivalent allemand du danois Bang & Olufsen. Ils étaient les maîtres incontestés de l'électronique domestique haut de gamme en Europe centrale. Le nom de la marque portait un poids immense dans les magasins de détail spécialisés des quartiers chics de Munich, Berlin et Francfort. Lorsqu'un foyer achetait un Loewe haut de gamme, ce n'était jamais une décision impulsive prise dans un entrepôt de discount bondé. C'était un rituel d'investissement prolongé. Les familles étudiaient d'épais catalogues, magnifiquement imprimés, qui ressemblaient plus à des magazines d'architecture qu'à des brochures d'électronique, grand public.
Elle rendait visite à des revendeurs d'électronique indépendants et spécialisés. Il s'agissait d'environnements de vente où le vendeur était souvent un technicien qualifié, quelqu'un qui pouvait ouvrir l'arrière de l'appareil et expliquer exactement pourquoi un châssis Loewe justifiait son coût extraordinaire. La livraison physique du téléviseur nécessitait une manipulation prudente. Une fois installé par les techniciens, le téléviseur dominait la pièce. L'expérience sensorielle était distincte. Il y avait le clic lourd et autoritaire de la télécommande magnifiquement usinée. Il y avait le bourdonnement distinct du tube cathodique haut de gamme qui chauffait, suivi d'une image impeccable projetée à travers un filtre de contraste en verre anti-reflet personnalisé. La résonance acoustique profonde des haut-parleurs intégrés remplissait facilement la pièce. Chaque interaction physique était délibérément conçue pour renforcer la prime de luxe. Derrière cette expérience domestique se cachait une opération industrielle intense. L'usine de Franconie était une source d'immense fierté régionale. Des centaines d'ingénieurs, d'ouvriers de montage et de techniciens du contrôle qualité maintenaient une norme de production méticuleuse. Loewe ne coulait pas ses propres tubes cathodiques bruts. Presque aucun fabricant européen indépendant de taille moyenne ne possédait les milliards de Deutschmarks requis pour construire une fonderie de tubes de verre spécialisés. Au lieu de cela, ils achetaient les meilleurs tubes cathodiques haut de gamme disponibles sur le marché mondial. Mais le tube importé n'était qu'une toile vierge. Les ingénieurs de Kronach concevaient et fabriquaient le châssis propriétaire complexe. Les cartes de circuit internes sophistiquées qui géraient l'alimentation, traitaient la géométrie de l'image et acheminaient l'audio. Ils construisaient les téléviseurs selon une philosophie modulaire. Un client pouvait acheter un Loewe et plus tard faire installer par un technicien local une nouvelle carte matérielle pour ajouter un récepteur satellite, éliminant ainsi le besoin de boîtiers externes encombrants et de câbles emmêlés. L'entreprise prouvait activement que la fabrication européenne domestique pouvait survivre à l'ère de la mondialisation. Il montrait que les salaires allemands élevés pouvaient être maintenus si une usine se concentrait impitoyablement sur le niveau absolu le plus élevé du marché de consommation. Cela a créé un ancrage industriel et culturel profond en Bavière. Si cette usine devait fermer, l'Allemagne perdrait plus qu'un employeur régional, elle perdrait la capacité de concevoir, d'étudier et de construire un téléviseur sous une identité nationale indépendante, abandonnant ainsi le salon aux conglomérats technologiques mondiaux. Le volume physique pur du téléviseur à tube cathodique permettait à ce système indépendant de prospérer. Parce que le lourd tube de verre était intrinsèquement profond, il y avait une vaste surface physique que les designers industriels de Loewe pouvaient sculpter, peindre et affiner. Le boîtier profond et lourd fournissait le volume acoustique physique nécessaire à des systèmes de haut-parleurs massifs qui pouvaient rivaliser avec un équipement stéréo autonome. Le poids même du téléviseur donnait l'impression d'un élément architectural permanent et précieux dans la maison. Tant que le téléviseur avait un corps physique, les travailleurs de Kronach pouvaient rendre ce corps beau. Tant que le châssis nécessitait des circuits physiques complexes et des mises à niveau modulaires, les ingénieurs de Franconie pouvaient justifier leur prix premium. À la fin des années 90, Loewe exportait cette philosophie du luxe à travers l'Europe. Les chaînes de montage de Kronach étaient occupées. Le réseau de vente au détail spécialisé était hautement rentable, et l'entreprise semblait avoir entièrement vaincu la gravité de l'électronique grand public. Mais cette ère de gloire absolue reposait sur des fondations fragiles et temporaires. Toute la structure de luxe, le design architectural, l'acoustique supérieure, les marges élevées et le réseau de vente spécialisé reposaient entièrement sur le maintien du tube cathodique en verre lourd comme centre de l'industrie. L'usine avait maîtrisé l'art d'envelopper un vide de verre profond. Ils étaient totalement impréparés à un avenir où le téléviseur perdrait sa profondeur physique et où l'écran lui-même deviendrait la seule chose qui reste à concevoir. Le premier signal d'alarme ne fut pas un effondrement financier soudain. Ce fut l'arrivée d'une nouvelle forme physique dans les salles d'exposition européennes au tournant du millénaire. L'écran plat était arrivé. Pour le consommateur, les premiers écrans plasma et LCD semblaient être un véritable miracle technologique. Le téléviseur pouvait désormais être porté par une seule personne et accroché au mur comme une photographie encadrée.
Mais pour une entreprise de luxe entièrement bâtie sur la présence architecturale, l'écran plat était une menace existentielle. Pour construire leur premier modèle plat, comme l'élégant Loewe Spheros, les ingénieurs de Kronak ont dû faire quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Ils ont dû acheter le composant central le plus cher du téléviseur, la dalle LCD brute elle-même, directement auprès des massifs fabricants d'écrans asiatiques dont ils essayaient activement de se différencier. C'était la première petite fissure. L'indépendance matérielle avait soudainement disparu. Le tube cathodique avait donné à Loewe un vaste volume physique à concevoir. Le verre lourd nécessitait un boîtier profond, permettant à l'entreprise d'intégrer des chambres acoustiques massives, des cartes de châssis internes complexes et des alimentations personnalisées. L'écran plat a systématiquement dépouillé cette toile physique. Comment un designer industriel peut-il justifier une prime de luxe massive lorsque le produit physique est réduit à un mince rectangle noir? Loewe a tenté de résoudre ce problème en enveloppant les dalles achetées dans de superbes cadres en aluminium brossé et du verre de contraste personnalisé. Ils ont développé des logiciels propriétaires de traitement d'image. Ils ont intégré des barres de son lourdes pour compenser l'audio intrinsèquement faible des premiers écrans minces. Mais la force du marché de la dépendance aux composants était absolue. La construction d'une usine moderne de fabrication d'écrans plats nécessitait des dizaines de milliards d'euros. Aucun fabricant européen indépendant ne pouvait se le permettre. Samsung, LG, puis plus tard des entités chinoises soutenues par l'État contrôlaient le verre. Loewe était contrainte d'acheter l'écran même que le client regardait. À mesure que le produit physique changeait, l'environnement physique où il était vendu a commencé à s'effondrer. Les revendeurs d'électronique indépendants et spécialisés, ces salles d'exposition calmes et moquettées où des techniciens formés pouvaient passer 1 heure à expliquer la valeur d'un châssis Loewe, disparaissaient à travers l'Europe. Ils étaient rapidement remplacés par d'énormes hypermarchés de l'électronique. À l'intérieur de ces entrepôts, vastes et lumineux, les règles de la vente au détail étaient totalement différentes. Les téléviseurs n'étaient plus exposés comme des pièces d'architecture individuelles. Ils étaient montés sur des murs interminables et lumineux, empilés côte à côte, tous réglés sur la même boucle de démonstration éclatante. Dans cet environnement chaotique, la nuance était instantanément détruite. Le client parcourait une allée bruyante et fluorescente et voyait des rangées de rectangles noirs minces presque identiques. L'acheminement acoustique supérieur d'un coffret Loewe ne pouvait être entendu par-dessus le bruit ambiant du magasin. Le logiciel d'exploitation propriétaire était invisible de loin. L'acheteur regardait simplement les étiquettes de prix. Et l'étiquette de prix sur l'écran plat générique sud-coréen ou taïwanais était souvent 60% inférieure. L'écart de prix s'est creusé au-delà de ce que la classe moyenne européenne pouvait tolérer. Au début du LCD, les écrans plats étaient intrinsèquement chers, ce qui s'alignait parfaitement avec le positionnement de luxe de Loewe. Mais à mesure que la fabrication mondiale s'intensifiait, le prix des écrans génériques chutait. Les conglomérats asiatiques ont réalisé des économies d'échelle terrifiantes, faisant baisser le coût de production mois après mois. Dans le même temps, la culture fondamentale de la réparation de téléviseurs mourait silencieusement. Un technicien ne pouvait plus ouvrir l'arrière d'un meuble en bois profond et remplacer systématiquement un condensateur grillé ou un tube à vide défaillant. Les écrans plats modernes étaient des unités scellées en permanence et hautement intégrées. La carte mère complexe tout entière était souvent réduite à un seul circuit imprimé. Si un écran hors garantie tombait en panne, le beau cadre architectural en aluminium n'avait plus d'importance. Remplacer le module de dalle propriétaire était mathématiquement irrationnel. Il était désormais nettement moins coûteux pour le ménage de jeter le lourd chef-d'œuvre et d'acheter simplement un remplacement générique et jetable. L'usine de Kronach portait soudainement un fardeau structurel insupportable. L'entreprise maintenait toujours des centaines d'ingénieurs hautement rémunérés, développant des plateformes de TV connectées propriétaires et des enceintes acoustiques lourdes. Mais le volume brut des ventes ne cessait de chuter. Les lignes de l'usine de Franconie ont commencé à ralentir. Les équipes ont été discrètement réduites. L'entreprise brûlait son capital en tentant de rivaliser sur un marché du logiciel et de l'écran
où la technologie changeait plus vite qu'une entreprise européenne de taille moyenne ne pouvait se le permettre. En 2013, la pression a fini par briser la structure historique. Loewe a déposé une demande d'insolvabilité sous administration provisoire. Ce fut un moment humiliant pour une fière ville industrielle. L'entreprise a subi une restructuration brutale. Une société d'investissement nommée Stargate Capital a acquis le fabricant historique, tentant de rationaliser les opérations et d'orienter toute la gamme vers la technologie OLED haut de gamme. L'OLED offrait un contraste supérieur, parfait, et un nouveau récit de luxe convaincant. Mais l'arithmétique fondamentale de la chaîne d'approvisionnement mondiale n'avait pas changé. Loewe devait toujours acheter chaque dalle OLED à LG Display. Il devait toujours financer un département d'ingénierie logicielle massif, juste pour s'assurer que leur plateforme intelligente propriétaire restait compatible avec les applications de streaming mondial à mise à jour rapide. Ils essayaient de construire un jardin clos indépendant au sein d'une industrie déjà complètement standardisée. Les marges rétrécissantes ne pouvaient tout simplement plus supporter les lourds frais généraux d'une installation de fabrication allemande domestique. À l'été 2019, la fracture finale s'est produite. L'entreprise a déposé le bilan pour la deuxième fois. Les fonds de restructuration étaient épuisés, les opérations franconiennes ont été immédiatement suspendues. Des centaines de travailleurs ont été renvoyés chez eux. Les chaînes de montage se sont arrêtées. Les portes de l'usine historique ont été verrouillées. Le coffret profond avait disparu depuis longtemps. Le châssis interne propriétaire était externalisé. La dalle d'affichage centrale appartenait entièrement à un rival. Le téléviseur n'était plus qu'une mince feuille de verre, et le verre n'était plus allemand. La faillite de 2019 n'a pas marqué la fin du badge Loewe. Plus tard cette année-là, une société d'investissement nommée Skytech Group a acquis les droits de la marque et les vestiges physiques de l'entreprise. Ils ont compris que le logo Loewe possédait encore une immense valeur résiduelle sur le marché du luxe européen. La production a finalement été relancée à Kronak. Aujourd'hui, une main-d'œuvre rationalisée et hautement spécialisée continue de travailler sur le site historique de Franconie. Mais la réalité de la fabrication s'est transformée de manière permanente. L'entreprise ne tente plus de construire un écosystème matériel technologique entièrement propriétaire en partant de zéro. Le Loewe moderne est en fait un assembleur haut de gamme et un maître des finitions. Ils achètent les meilleurs modules de dalles OLED auprès de LG Display. Ils utilisent des plateformes d'exploitation de télévision intelligente externe. L'ingénierie en Bavière se concentre désormais strictement sur ce qu'ils ont toujours fait de mieux. L'architecture externe physique, l'intégration de matériaux de qualité supérieure comme la pierre, le bois et l'aluminium fraisé, et la perfection de l'expérience acoustique. L'usine historique existe toujours. La marque commande toujours un prix de luxe, mais l'indépendance matérielle absolue a disparu. Si vous fouillez aujourd'hui le marché de l'électronique d'époque, vous trouverez encore des exemplaires survivants et fonctionnels de l'Art-One original de 1985. Des collectionneurs et des puristes du design les préservent activement. Le lourd tube cathodique peut encore produire une belle image chaleureuse lorsqu'il est connecté au bon équipement analogique. Mais trouver un technicien capable d'entretenir correctement son châssis propriétaire devient presque impossible. Le savoir-faire spécialisé qui définissait autrefois l'atelier de réparation européen local s'efface en même temps que le matériel d'origine. Ce n'est pas de la nostalgie gratuite. C'est le témoignage vital d'une philosophie industrielle. L'Art-One original représente une brève et brillante fenêtre temporelle où une usine européenne indépendante a réalisé qu'elle ne pouvait pas gagner une guerre brutale de production de masse et a choisi à la place de gagner une guerre de pure esthétique. Il prouve qu'il y a eu une époque où un téléviseur exigeait le respect architectural de la pièce qu'il occupait. En guise de note de bas de page surprise à cette histoire, Tom Schoner et Andreas Haug, les esprits qui ont façonné l'Art-One, ont fait de Phoenix Design l'un des studios de design industriel les plus primés au monde. Leur philosophie minimaliste a complètement survécu aux lourds tubes de verre qu'ils avaient été chargés de dissimuler. Aujourd'hui, un écran plat générique moderne est accroché silencieusement au mur d'un salon, prétendant ne pas être là jusqu'à ce que l'appareil soit mis sous tension. C'est une vitre jetable, conçue pour disparaître. Mais le Lower Art-One était explicitement conçu pour être vu. Dans les salles calmes et climatisées des musées de design moderne,
Le coffret monolithique parfaitement sculpté repose toujours lourdement sur son piédestal personnalisé. Il se tient librement au centre de la pièce. Il reste un rappel physique permanent de ce que l'usine de Cronac a accompli, un monument à l'instant précédent celui où l'écran est devenu tout et où le téléviseur a disparu dans le mur. À bientôt dans la prochaine vidéo.